Merci à tous d'être venus. Nous sommes ravis d'accueillir Marie Treps sur la semaine de la pop philosophie. Je voulais vous préciser également que la librairie Vauban est présente dans le hall d'entrée avec différents ouvrages de Marie Treps, mais également des ouvrages associés au thème de la semaine de la pop philosophie qui traite des constellations de la connerie. À l'issue de cette rencontre, il y aura la projection du film Lenny de Bob Fosse. Donc il y aura un petit temps d'entracte qui vous permettra d'aller justement voir un petit peu et consulter ces différents ouvrages. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à Marie Treps. Passez une bonne soirée. Bonjour. Il n'est pas mort, il me semblait. Il manquait quelque chose. Bonjour ou bonsoir, j'ai tendance à presque dire bonsoir, parce qu'on est un peu dans la nuit, là. Et donc je vais vous parler du racisme et des stratégies mises en œuvre pour l'imposer, et le développer, l'entretenir au fil des siècles, en France. Le racisme a été sécrété par des rencontres de notre société avec des autres. Je mets un grand A à autres. Des autres lointains d'abord. Au XVIIIe siècle, ce sont les traites négrières. Et puis ensuite, donc confrontation avec des peuples noirs. Ensuite, au siècle suivant, la colonisation qui nous met en présence de personnes vivant en Afrique subsaharienne, et puis plus tard dans le Maghreb, et puis en Indochine aussi. Et puis le racisme aussi s'exerce vis-à-vis d'autres plus proches de nous, qui sont à l'intérieur de l'Europe, et quelques-uns qui sont nos frontaliers, notamment les Russes, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Ils ont chacun leur lot de mots et leur manière d'être discriminés. Pour les Polonais, les Italiens, ça commence d'assez bonne heure. Et c'est à la demande de la France, qui a besoin de bras pour travailler dans les mines du Nord ou dans la sidérurgie, dans l'Est de la France, et qui fait venir, c'est une migration de gens qui viennent travailler, une migration économique en fin de compte. Et pour ce qui est, par exemple, alors on leur demande de venir, ils sont là, ça peut ne pas trop se passer mal, mais à la première crise économique, quand le manque de travail se fait sentir, ressort l'idée que ces étrangers prennent le pain des Français. Ça commence un peu comme ça. Du côté des Polonais, il y a aussi, bon, enfin j'en parlerai plus tard. Et puis après cette migration économique, il y a des migrations politiques qui se greffent là-dessus. Venant les Russes qui arrivent après la chute du tsar, et puis les Italiens qui fuient le régime, et aussi les Portugais qui fuient le salazarisme, les Espagnols qui fuient le franquisme, et voilà. Donc tous ces gens se retrouvent en France, et puis il y a aussi des gens plus proches mais ennemis qui ont déclenché une sorte de racisme. En fait c'est de la xénophobie, mais comme ils étaient ennemis, ça a été violent vis-à-vis des Allemands, pendant la période de l'occupation de la France. Et là, ça a été une forme de raciste aussi, qui avait peut-être ses raisons, mais bon, elle est là. Et enfin, il y a quelque chose de plus étonnant, un racisme qui vise des gens de l'intérieur, qui sont là depuis le Moyen-Âge, les Juifs. Et je vais commencer par le racisme anti-juif. On parle d'abord dans les débuts, on ne parle pas d'antisémitisme comme au XIXe siècle, on parle
d'anti-judaïsme. Pourquoi? Parce que c'est d'abord, et c'est un évêque qui s'appelait Agobard, qui a entamé la lutte contre les Juifs de bonne heure, parce qu'il était gêné par le prosélytisme des Juifs qui faisaient du tort à la religion catholique. Et alors, bien que ce soit des motifs religieux avoués, on a commencé par modifier leur statut qui jusque-là, c'est-à-dire depuis Charlemagne, était assez favorable. Et ensuite, vous allez tout de suite découvrir un procédé qui n'est pas du tout inintelligent, qui va permettre de faire que cette volonté antisémite, elle soit partagée par un grand nombre de gens, par le peuple notamment. Alors la première mesure que prend Agobard, c'est et c'est entériné au niveau des autorités ecclésiastiques, que les sermons ne soient plus dits en latin, puisqu'évidemment le peuple ne comprenait pas, mais qu'ils soient dits dans une langue, alors on n'appelait pas encore ça le français, dans une langue compréhensible dans la France de l'époque. Et la deuxième chose, c'est venu, ça a mis un peu plus de temps, au XIIIe siècle, on a commencé à utiliser un moyen d'expression très efficace, qui passe très vite d'un cerveau à un autre, pour faire entendre une opinion, par exemple, l'image. Et on retrouve les premières images sous la forme de statues dans la cathédrale de Strasbourg, alors qui représente le Christ et la synagogue. Et le Christ, il est présenté comme un jeune homme assez rayonnant. Il a en guise la hampe de son étendard, c'est la croix. Et en face de lui, il y a la synagogue, c'est une femme, elle a les yeux bandés, la hampe de son étendard est cassée, et elle tient les tables de la loi à l'envers. Donc le public les plus illettrés d'entre les gens qui venaient dans les églises comprenaient qu'il y avait un choix à faire entre deux choses qui ne se ressemblaient pas du tout. Ensuite, oui. Ah, je vais avoir du mal à... La hampe, c'est ce qui permet de tenir l'étendard. Vous voyez, ça flotte au milieu d'un... Oui, ou de bois, enfin ça dépend. Comme Jeanne d'Arc, vous voyez, par exemple, on la représente toujours, voilà. Bon. Et ensuite, alors, les Juifs ont été aussi pourchassés et évincés pour d'autres raisons, et ça a été exprimé par une légende. On dit que les Juifs sont un peuple déicide, ils auraient tué le Christ. Et il y a une légende qui s'est répandue très tôt et qui a été mise en texte et en image de bonne heure, en texte par un flamand. Ça a été traduit au XVIIe siècle en français, en italien et en allemand. Et ça a couru, et cette légende, elle a été très illustrée, on la retrouve dans les images d'Épinal au XIXe siècle. C'était distribué par les colporteurs, c'est-à-dire que ça touchait un nombre infini de monde, à une époque. Ensuite, ce juif errant va servir ce qu'on n'appelle pas l'antijudaïsme, on est au XIXe siècle, un antisémitisme. Et dans une France où s'exacerbent les notions de peuple et de nation. On construit à des peuples attachés à des territoires qui forment des nations. Et les Juifs, eux, et ça on va retrouver cette idée, c'est des gens de nulle part qui se promènent à travers le monde, voilà, d'où l'idée du complot mondial juif plus tard. Et à ce moment-là, il ne s'agit donc plus d'anti-judaïsme, mais d'antisémitisme,
Et qu'est-ce qui se passe? Il va apparaître de nouveaux mots pour exprimer ça. Et des mots qui sont beaucoup plus... des mots violents, vous savez. On pouvait déjà employer le mot juif de manière péjorative en usant de l'adjectif sale, qui suffit de le mettre devant n'importe quel mot pour en faire une injure. Là, on va former deux mots qui sont youpin et youtre. Alors youpin, il naît dans un journal caricaturiste sous la plume d'un certain Alfred Petit, et donc il apparaît à la fin du XIXe siècle, et il nous dit d'où il sort ce mot. Les deux sortent du mot Yehudi, qui en juif est une manière de désigner les autres juifs et soi-même. C'est un terme ethnique, c'est-à-dire c'est un très noble terme qui mérite une majuscule, comme on dirait les Français, etc. C'est ça. Et alors pour faire youpin, on a pris une désinence argotique, comme dans auverpin. Quand on veut parler d'un Auvergnat de manière péjorative, on va dire un auverpin. Là, on fait la même chose. Et youtre a la même signification. Pourquoi il y a d'autres exemples. Par exemple, vis-à-vis des Polonais, quand ils sont arrivés en France, il y a une première émigration polonaise qui n'a pas produit d'effet délétère tout de suite. Parce que ce sont des artistes, des musiciens Chopin qui sont arrivés, donc ils sont intégrés à la société, ils sont accueillis à bras ouverts, pas de problème. Mais assez vite, d'autres Polonais sont arrivés, on les a regardés vivre et on a inventé l'expression « sous comme un Polonais ». Ça commence un petit peu comme ça. Et ensuite, on a repris le mot polac, qui n'était pas du tout un mot péjoratif, c'était dans les régiments de Louis XV, si ma mémoire est bonne, il y avait des soldats venus de Pologne, qu'on appelait les Polacs, mais le mot polac, il va devenir péjoratif, effectivement, quand ceux qui sont venus en nombre pour des raisons économiques se trouvent dans une France qui semble ne plus avoir besoin d'eux, et ça continue comme ça. Ensuite, les Italiens, pour parler d'autres réfugiés économiques, eux sont venus un peu plus tard, mais en très grand nombre. Ils sont arrivés par wagons entiers. Et sur ces wagons, comme sur les passeports, on écrivait R.Ital pour réfugiés italiens. Et à ce moment-là, c'est comme ça que le mot rital est arrivé, et que, selon les circonstances, il est devenu péjoratif, entre parenthèses, avec éventuellement, aujourd'hui, où on a sur le racisme des questions différentes, du moins une partie de la population, une partie des humains en ont, il a été réapproprié par les intéressés eux-mêmes. Aurélie Filippetti, qui a vécu dans l'Est de la France, quand elle parle de ses souvenirs, elle faisait partie de la comédie italienne, elle s'englobe dans le terme rital. Et Cavana a écrit les rital, les Ruskov, parce que lui aussi, il est originaire de la même région, et moi j'y ai longtemps vécu, je connais bien tout ce monde-là. Donc ça peut être réapproprié, mais ça peut aussi être très péjoratif. Et ensuite, il y a aussi les Noirs qui ont été aussi victimes de ces mêmes procédés. Mais avant, je voudrais revenir en arrière. Pourquoi revenir sur les noms ethniques, c'est-à-dire que ça vise au fond des gens qui appartiennent des groupes humains qui ne sont pas censés être les mêmes que les autres. Et au XVIIIe siècle, le naturalisme, la classification des humains en différentes... On commence à parler de races, hein, avec Buffon. Alors c'est aussi l'époque où on classifie tout, les animaux, les éléments de la nature, la botanique, et puis aussi on classifie les humains. Et Buffon, il se contente de dire qu'il pense,
il le traduit de manière simple. Il pense que les premiers humains la première race humaine était blanche. Et que s'il y a d'autres, entre guillemets, races que la race blanche, c'est parce qu'ils n'ont pas évolué tout à fait normalement. Et on retrouve ça, et c'est bien plus violent au siècle suivant, avec les théories évolutionnistes, qu'on a résumées, on a tous entendu ça, peut-être bien à l'école, l'homme descend du singe. Et c'est exprimer le fait, les thèmes évolutionnistes, qu'il y a des peuples qui n'ont pas tout à fait évolué, qui sont restés plus ou moins proches de l'animalité. On va retrouver ça bien plus... et ça va être important. Les Bougnoul aussi, c'est un nom ethnique au départ, mais il a eu un destin différent et il est arrivé différemment. Pas avec les colonisations. Il est arrivé avec les voyages exploratoires. Vous savez, à partir du XVIIe siècle, d'ailleurs c'est la date de son arrivée, on a envoyé des missions exploratoires à travers les terres et surtout à travers les océans. C'était pas une colonisation, mais c'était dans le but, ça a commencé avec François Ier qui envoyait une expédition vers le Grand Turc pour faire des traités commerciaux. Et à ce moment-là, mais à bord, il y avait quand même des gens qui étaient là parce qu'on avait une certaine curiosité pour ce qu'on ne connaissait pas du tout. On avait aussi envie de découvrir et de connaître. Alors il y avait des gens dont on dirait aujourd'hui, c'était des linguistes ou des anthropologues. Ils notaient le langage, les mots qu'ils entendaient, et ils notaient aussi les coutumes. Comment les gens faisaient avec la mort, comment ils se distrayaient, comment... oui. Et donc c'est je ne sais plus, c'est au XVIIe siècle, il a un nom, bon, il a fait un rapport de voyage. Et il dit, il est emprunté au Sénégal, dans un voyage au Sénégal, et on dit que on a repéré Bamboula, c'est le nom, on a vu que les gens jouaient du tambour, et que ce tambour était de telle forme qu'on le frappait avec un bâton, et on a entendu le mot Mamboulone, donc on l'a noté, et on a expliqué que voilà, c'était une sorte de, pas de photographie, mais enfin on ramenait des souvenirs, des descriptions des voyages qu'on avait faits. Et puis c'est quand même l'époque de l'orientalisme, c'est-à-dire on va retrouver chez Nerval, qui sont eux, je dirais presque des adorateurs de tout ce qui venait d'Orient, il y avait toute une mythologie, et c'est le côté, même si c'est un peu éloigné de la réalité, c'est le côté pile de la médaille, et Gérard de Nerval en parle en termes élogieux. Mais quand le mot arrive en France, le mot Bamboula, il va être vraiment dévoyé complètement. C'est-à-dire, on va le retrouver où? On va le retrouver dans les tranchées, dans la Première Guerre mondiale. Hein, parce que des Noirs, des Sénégalais, ont été embauchés, oui, ont été réquisitionnés, ils sont là, et on les voit, hein, oui, on les observe aussi, et on voit que dans les moments d'accalmie, ils se retrouvent entre eux, et ils font de la musique, etc. Et on dit, on décrit ça, mais très rapidement, on aperçoit, mais non, c'est à peu près 20 ans plus tard, dans un dictionnaire d'argot qui a été beaucoup lu, très complet, on lit « Bamboula se saouler comme un nègre ». Voilà, on est passé sur la mauvaise pente à ce moment-là. Et le mot, il va garder son aura sale à partir de ce moment-là. Et il va continuer sa triste carrière. Et puis à un moment, je me suis aperçue
il prend une connotation, pour nous, c'est plus trop en usage aujourd'hui, c'était plutôt, il y a 30 ans ou 40 ans, faire la bamboula, c'était simplement faire la fête. C'est devenu, ce n'était plus si violent. On a oublié que ça pouvait être violent. Mais dans l'inconscient, ça peut le rester. Et les dictionnaires, d'ailleurs j'ai dit que la chose me surprenait, les dictionnaires disent qu'aujourd'hui c'est un terme assez banal, c'est pas, il y a l'expression faire la bamboula, bon, qui évoque des choses joyeuses. Mais après la fin de l'écriture de ce livre, j'assiste à un débat, c'était après l'affaire Théo, ça devait être en 2013 il me semble, et on voit Caroline Roux, la journaliste, qui interroge un policier qui vient s'expliquer la confrontation entre les policiers et les gens des jeunes gens des quartiers de banlieue, et qui il dit oui mais ils nous traitent de, alors j'ai oublié les mots d'ailleurs, ceci et cela, nous on les traite de bamboula, c'est à peu près convenable. Et la journaliste réagit violemment en disant non monsieur, ça n'est pas convenable. Ce qui prouve que en fait c'est toujours là, sous-jacent, ça peut apparaître, et je pense que cet homme était sincère. Il pensait, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de dire quelque chose qui n'était pas très agréable à entendre. Alors, où en étais-je ? Il y a d'autres mots. Tout à l'heure, je vous parlais du mot bougnoul. Le mot bougnoul, ah ben oui, qui est revenu des colonies, là, mais dans un contexte de voyage intéressant. J'ai introduit bamboula entre-temps. Donc ce bougnoul, il va avoir un destin très funeste, alors qu'il est arrivé, c'est un terme ethnique, il veut dire noir dans les langues Sarar et Bola, c'est-à-dire que c'est aussi un terme ethnique. Il va être introduit et il va assez mal finir. Il arrive et on va retrouver... Oh là là, écoutez, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je m'y perds. Oui, il va aussi arriver dans l'armée avec des gens qui sont réquisitionnés au Sénégal, désigne des hommes qu'on assigne aux tâches les plus difficiles, dans la marine ou aussi dans l'infanterie. Et puis, après, ce mot-là, il est même attribué à d'autres personnes issues d'autres régions du monde, d'autres peuples, aux Vietnamiens. Et puis, il finit par être attribué aux Algériens. Et là, il devient très méprisant, parce que ça se passe au milieu, pendant la guerre d'Algérie, qu'on a pudiquement appelé les événements d'Algérie. Et quand il arrive en France, avec les Algériens, l'immigration algérienne qui suit la guerre d'Algérie, là, il est devenu extrêmement violent. Et on lui a... moi, je me souviens d'avoir entendu dans mon enfance l'injure. On voyait pas encore des familles, mais on voyait des balayeurs dans les rues. Et traiter de bougnoul, c'était vraiment ce qu'on pouvait faire de pire. Et il y a un autre mot qui était en concurrence avec celui-là, pendant le même moment, mais qui, je pense que très peu de gens le connaissent aujourd'hui ici, le mot bico, qui est un mot, si, vous le connaissez, oui, bico aussi, parce que souvent, c'est parce que je vois que ce ne sont pas les plus jeunes qui opinent du bonnet. Les plus jeunes, je ne suis pas sûre qu'ils le connaissent vraiment. Et ça, c'est un des procédés, c'est un procédé d'Arco, de réduire l'être humain à l'animal. C'est la bique, on les a appelés biques, comme les chèvres qui étaient dans le paysage en Afrique du Nord, et c'est ce qui a donné bico. Hein. Arbi, le nom arabe, qui a été associé, qui avait la sonorité bi, on en a fait bique, et après on en a fait bico. Vous voyez, tout ça se secrète comme un organe qui secrétait quelque chose, ça se fait, ça se transmet. Ensuite, on va finir sur un
un racisme, avant que vous posiez des questions, un racisme souriant, qui commence bien. J'abandonne mes notes parce que je ne m'y retrouve plus. À la fin du... Je cherche la date, je crois que c'est au tout début du XXe siècle, apparaît... oui, c'est ça. Banania. La marque est déposée en 1914. Hein. Ça s'appelle comme ça, pourquoi? Parce que c'est fait avec de la farine de banane. Donc, on a trouvé le joli nom, ça fait un nom assez chantant. Très bien, ça s'appelle Banania. Et puis, l'année suivante, en 1915, sur fond de Première Guerre mondiale, les Sénégalais, toujours les mêmes, on les retrouve, ils s'illustrent face aux Allemands. Et on va le retrouver sur l'emballage, sur la boîte de Banania, la belle boîte de Banania. Qui n'a pas collectionné, qui collectionne des boîtes, a forcément une boîte de Banania dans son stock. Hein. J'avoue, j'en ai eu. Mais, et c'était un publiciste qui est très connu, qui avait du génie, qui a fait ça. Donc on voit ce Sénégalais très souriant, ça flatte le paternalisme des gens qui assistaient à cette foire, et qui reconnaissait là le noir sympathique à qui que la France a éduqué. Il est en gloire puisqu'il est dans l'uniforme des tirailleurs sénégalais avec le chapeau rouge, face à l'ennemi, entre parenthèses, c'est pas un cadeau, mais bon, il est représenté comme ça, heureux, content. Et qu'est-ce qu'on lit en dessous? On lit « Ya bon Banania ». C'est-à-dire qu'il ne parle pas tout à fait comme nous. Il dit « Ya bon Banania ». C'est-à-dire, on reproduit la manière de parler des Africains qu'on a appelé petit nègre, le petit nègre. Et je croyais que... alors moi, je l'ai dans un premier temps relié ça à l'évolutionnisme. C'est-à-dire, les Africains, c'est redire que les Africains, ils n'ont pas l'idée que passer du stade animal à passer à la race blanche parfaite, ça a pris du temps, il y en a qui sont restés en route. J'ai quelquefois traduit par ils ne sont pas passés de l'enfance jusqu'à l'âge adulte comme les hommes blancs, ils sont restés un peu en cours de route. Et là, c'est aussi, il y a bon Banania, ça pourrait être la parole d'un langage enfantin. Il y a certainement de ça, mais en même temps, j'ai appris plus tard, en lisant un roman, que cette manière de parler, c'était utilisé par les instructeurs de l'armée qui pensaient qu'ils se feraient mieux comprendre en leur parlant de manière bêta, comme ça. Et on m'a cité une formule utilisée pour faire marcher les régiments de tirailleurs, bien comme il faut, rythmée, qui utilise le mot fusil, c'était « dans le fusil, il y a deux parties, il y en a le tout, il y en a le zi ». Voilà. Donc un truc très bêta, qui était efficace et qui est venu à l'esprit. Alors tout ce qui s'est passé, alors on est aujourd'hui à la tête d'un beau lot bien fourni de mots racistes, même s'il y en a qui ont disparu, qui se sont atténués, il y en a qu'on peut se rapproprier, comme Rital, mais aussi MC Solar a fait une chanson en disant, qui dit « Ne m'appelez pas Bamboula, je suis le civilisateur, civilisateur blanc, le civilisateur à l'œil perçant », quelque chose comme ça. Donc, il retourne le stigmate, ce qui est une attitude plutôt intelligente. Mais pour fabriquer tout ça, pour le transmettre, j'estime qu'on n'a pas fait preuve de bêtises, on a fait preuve de ruse. Ce sont des stratégies que j'estime plutôt intelligentes au service de la bêtise, au service du racisme, en tout cas, ça c'est sûr. Et je voudrais, on pourra revenir sur certaines choses, mais vous dire où je suis arrivée dans mes réflexions
je me suis rendu compte que j'ai recherché les déclarations des droits de l'homme, qui sont des choses très importantes sur la mémoire de laquelle on vit encore aujourd'hui, considérait que les citoyens naissaient libres et égaux, et on assurait l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine ou de religion. Et puis, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, après le nazisme, qui était fondé quand même sur une théorie raciale, hein, la race supérieure, ce qui a fait des dégâts, je l'ai retrouvé encore, cette notion de race supérieure, dans une caricature de Macron il y a 2 ou 3 jours. Là, hein. Vous avez un juif d'un côté, j'en ai une caricature, il y a un juif d'un côté, il y a une faucille, un marteau de l'autre côté, et il y en a une récente avec Jacques Attali, qui est connu, puisqu'il a été au gouvernement, dans un gouvernement, et même il était aussi assez proche de Macron, et de l'autre côté, un Américain. Toujours le peuple passe partout. Alors, je ne me suis pas étendue sur l'antisémitisme, mais là, on retrouve énormément de chemins de racialisation, hein, pour des motifs divers et variés, qui sont toujours là aujourd'hui. Alors, on a violemment, la communauté internationale a violemment condamné le nazisme, le racisme nazi, et puis on en est un peu resté là, mais en 1946, et ça a été repris en 1958, les constituants ont fait entrer le mot racisme dans le préalable de la Constitution. Oui, en écrivant la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Bon, ça voulait dire quoi? Ça veut dire nous refusons la partition raciale du monde. Ça veut dire le racisme existe encore, même si on n'en est plus aux théories raciales. On refuse la partition raciale du monde. Bien. En juillet de 2018, on est revenu sur ce préambule et on a dit la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. C'est-à-dire, on a introduit les questions qui sont agitées, la question féministe aujourd'hui, très bien, nous refusons la partition sexiste du monde. Bien, magnifique. Mais on a supprimé race. On s'est contenté de penser qu'origine allait sortir. Non. Il n'y a pas de race. Non, c'est pas normal. Il n'y a pas de race, mais il y a toujours du racisme. Vous voulez aussi supprimer le mot racisme du... Moi, je trouve que c'était une manière de dire, il n'y a pas une race, mais il existe toujours des gens qui pensent que la partition raciale du monde, elle existe, elle est représentée dans l'opinion. C'était ça qu'on voulait supprimer. C'est pour ça qu'on ne la met pas dans un texte. Non, non. En supprimant les mots, on supprime, je veux dire, on disait sans distinction de race. C'est-à-dire, on la refusait. On la refusait. On admettait qu'il y avait des races, ce qui était quand même embêtant dans un texte international. Bon, alors... ça veut dire que ça existe, selon moi, ça veut dire que ça existe encore et qu'on le refuse. Non. Si, ça veut dire on refuse la partition raciale du monde. Non, enfin, moi je vous donne mon point de vue. Moi je trouve que... Et alors, ça va dans le contexte actuel où on supprime l'histoire finalement. Quand on déboulonne les statues, je veux bien, on pourrait expliquer dans les musées pourquoi elles sont là et qu'est-ce que c'est. Colbert, bon, ben, c'était le grand financier de l'époque. Il faut se dire aussi qu'il faut savoir se remettre dans l'histoire.
l'histoire au XVIIIe. Mais bien sûr, comment Voltaire, qui a écrit Candide, qui était un libertaire, comment Beaumarchais, qui a créé le personnage de Figaro, se sont enrichis en grande partie par la traite négrière. On les déboulonne aussi. Moi, je ne réponds pas, je pose la question. Je dis qu'on vit dans l'ambiguïté, que le racisme existe toujours, et qu'on croit qu'en supprimant des noms, comme ça, des noms de rue, on va supprimer la chose. Je pense que c'est... Je ne dis pas que c'est de la bêtise. Je dis que ce n'est pas réfléchi assez loin. Voilà. La question, c'était comment la France est-elle perçue aujourd'hui, depuis l'Europe, par exemple? Est-ce qu'on peut revenir au sujet? À quel niveau? Le racisme. Écoutez, elle est... Alors, je vais faire allusion à un autre de mes livres. Il faut que ça me revienne en mémoire. S'il vous plaît. Avant les attentats, les premiers attentats qui ont réuni les chefs d'État du monde entier, il y avait dans les journaux allemands, c'est issu d'un autre livre qui explique comment les mots français sont partis à l'étranger, hein, et les expressions françaises, et ils sont revenus avec, et s'adressent un portrait très contrasté de nous-mêmes, ce qui vous étonnera peut-être pas. Hein. Par exemple, on a appelé la France la grande nation à la suite de Napoléon. Même l'Europe qui a subi Napoléon, on peut dire subir, était quand même... parce qu'il y a eu le Code civil, enfin les acquis, les grands acquis de la Révolution. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire, les Allemands employaient l'expression « la grande nation » avec une ironie. La grande nation, ah oui, j'ai même trouvé dans un journal allemand « la grande nation autoproclamée », c'est dire. Mais après les premiers attentats qui ont fait beaucoup de bruit, je ne me rappelle plus de l'année, etc., à l'appel du chef d'État, tous les chefs d'État étrangers étaient là, et je n'ai plus vu cette expression jamais dans les journaux allemands. Charlie, madame. Ça a été, hein? C'est après Charlie. Oui, voilà, c'est après Charlie, oui, oui. Et c'était, à ce moment-là, la chose s'est inversée. Ça peut changer tout le temps vis-à-vis des événements. Donc aujourd'hui, en Europe, la France, bah, ça dépend. Si vous demandez aux Hongrois comment ils perçoivent la France, ils ne vous diraient même pas la même chose que des Allemands ou des Italiens. Il y a des gens dont on est plus proche et des gens qui sont un peu plus bas dans l'échelle du respect des droits. Je peux dire les choses comme ça, sans, voilà. Donc, si j'ai répondu à votre question. Mais c'est un paysage mouvant, c'est sûr. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et surtout, vous avez rappelé une chose essentielle, c'est dans la manière dont on va trouver des mots pour désigner l'autre. Ça apparaît essentiellement au XIXe siècle avec ce qui va être évidemment fondamental pour la modernité, l'État-nation. Tant qu'il n'y a pas d'État-nation, finalement, l'autre, bah, c'est l'Auvergnat, c'est celui qui est le Breton, entêté, c'est l'Auvergnat radin, c'est etc. Bon, non, avec l'État-nation, quelque chose se constitue. Et j'en voudrais pour preuve une chose qui peut paraître paradoxale, lorsque Drummond écrit ce best-seller qui s'appelle La France juive, oui, j'en parle beaucoup on y lit cette chose formidable que, contrairement à ce que pensent les anti-Dreyfusards, Dreyfus ne peut pas trahir, parce que pour trahir, il faut avoir une patrie. Or, un juif n'a pas de patrie. Il est apatride, il a un doigt crochu d'ailleurs dans chaque pays du monde où il y a des banques prospères, etc. etc. Donc, tout un chapitre sur donc il y a quelque chose qui est lié à l'état de nation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et là je le dis surtout pour ceux qui nous écoutent, parce que tout ça, vous le savez. Et c'est peut-être là où je vous ai moins suivi. Distinguer deux choses fondamentales qu'on ne distingue absolument pas maintenant. C'est fini.
ce qui était le racialisme de ce qui est le racisme. Ah, bien sûr. Vous avez rappelé Buffon, etc. Le moment au XVIIIe où on essaie de classifier, grand développement de l'histoire naturelle, les espèces animales, mais également les espèces sans caractère péjoratif, humaines, n'est-ce pas, des races, hein, on mesure, etc. Et ça, c'est le racialisme. Le racisme commence au moment où on considère qu'il y a une hiérarchie entre les races, c'est-à-dire avec des gens comme Buffon. Oui, mais aujourd'hui, les deux mots sont complètement confondus. Si, je l'ai dit, madame. Non, vous l'avez dit, mais je le redis fortement. Le racialisme et le racisme sont deux choses qui sont totalement différentes. C'est vrai qu'on se livrerait plus maintenant à des considérations racialistes. C'est un moment de l'histoire naturelle, de la zoologie, également de l'anthropologie. Ce n'est plus le nôtre, etc. Mais je crois que si on confond les deux, on risque là de s'embarquer dans des choses qui ne permettront pas de clarifier les questions. Donc ça, c'est absolument... mais quand on dit antisémitisme, c'est bien fondé sur l'idée de... Mais on est bien. De race, entre guillemets, c'est extrêmement complexe parce que c'est un mélange où il y a à la fois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin du 19e, on parle plutôt de judaïté, comme vous l'avez dit, de judaïté, et on ne sait pas très bien, il y a une grande confusion, si on distingue quelque chose qui est de l'ordre de la race sémite, ou sémitique, ou si c'est quelque chose qui est de l'ordre de la religion, de judéophobie, tout ça se mélange allègrement. Et là aussi, il faut voir comment il l'analyse, comment il le distingue, ce qui, encore une fois, n'excuse rien du tout. Donc, c'est ces points sur lesquels je voulais insister parce qu'ils me paraissent nécessaires pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et vous avez raison dans ce que vous avez dit sur la bêtise qui est attachée, évidemment, à cette désignation de l'autre. Et je voudrais vous livrer, moi, ça me fait pas rire d'ailleurs, j'allais dire ça me fait rire, mais vous avez cité Yabon Banania, qui est extraordinaire, le Yabon Banania avec le noir, le grand sourire béat, mais ça renvoie aussi à l'époque aux danses de Joséphine Baker qui se foutait des bananes autour des fesses. Bon, donc tout ça est lié, ça faisait... bon, et maintenant on veut la faire entrer au Panthéon. Bien, ça c'est un autre... C'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. Donc le Yabon Banania est également dans l'air du temps. Mais je voudrais livrer ceux qui ne connaissent pas, je leur dis cherchez sur votre ordinateur, c'est tellement incroyable. Dans début des années 30, il y a un savon, une marque de savon, qui se lance. Et ce savon s'appelle, il est américain, Dirt Off. C'est-à-dire qu'il enlève la saleté. Nettoyant. Dirt Off. Eh bien, ce qu'on pouvait voir comme image sur le savon Dirt Off, c'est un noir, américain bien sûr, qui se lave les mains avec le savon Dirt Off, et les mains deviennent toutes roses. Oui. Et ça, je trouve que c'est pour moi le sommet à la fois de l'injure et de la connerie. Voilà, c'était la grande publicité du Dirt Off. Ces mains deviennent absolument... Oui, c'est vrai. Il y a la publicité Uncle Ben's qui est beaucoup plus connue. Oui, mais avec là, le bon noir. C'est le bon noir, là. Le noir et le blanc. C'est-à-dire que c'est... Dirt Off, ça veut dire qu'avoir la peau noire est une saleté. Puisque quand on lave les mains avec le savon, elles deviennent toutes roses. Mais ça s'appelle une publicité réussie parce que c'est ça qui fait qu'elle a marché. Ça, c'est là qu'est peut-être la connerie. C'est vraiment... Merci. Oui, madame. Je regrette un petit peu. Attendez, est-ce que ça... Oui, non, ça ne marche pas. Vous avez appuyé sur le bouton. Voilà. Oui. Oui, j'ai eu du mal à voir le sujet, l'intelligence au service de la bêtise. Je pense qu'à un moment donné, vous avez parlé, bon, quand vous parlez des premiers scientifiques qui racialisent, en fait, ils ne sont pas au service de la bêtise pour le moment. Ils croient à ce qu'ils font. Ensuite, vous avez parlé de certaines choses, mais le sujet, l'intelligence au service de la bêtise, je ne l'ai pas vraiment vu. Par contre, ce que j'ai regretté un tout petit peu, mais c'était votre sujet sans doute. Non, c'est-à-dire que j'ai hésité. Vous en soyez resté
à la confrontation Europe colonisatrice et Afrique-Arabie, par exemple, Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, je pense que le seul moyen de s'élever un peu et d'essayer d'en finir avec ces atrocités, cette bêtise, c'est de voir un peu de plus haut, anthropologiquement. En fait, tous les peuples ont des qualificatifs négatifs. Ah, mais je ne le dis pas. Non, mais c'est pas pour. Je sais que vous ne le niez pas. Pour qualifier les autres. Oui. Vous avez des pasteurs Peul, par exemple, en Afrique. Oui. J'ai oublié le mot dont ils appellent les villageois qui grattent le mille. Ce n'est pas non plus très... C'est infériorisant. Mais à partir de quand, si vous voulez, la science et finalement l'intelligence, les recherches scientifiques, et pour moi c'est l'histoire de l'idée de race qui est très intéressante, devient quelque chose, une espèce de machine de guerre au service de la bêtise. Oui. Puisque au Moyen-Âge, la race, c'est je suis de bonne race, j'ai des parents en bonne santé. Et à partir du moment où la science et l'intelligence, pourrait-on dire, commencent à essayer de créer, finalement, d'essayer de prouver qu'il y a des races, c'est là où l'intelligence, pour moi, se met au service de la bêtise. Oui, oui, très bien. J'ai hésité entre... Je pensais à ruse et j'ai pensé à... Je me suis dit, c'est malin quand même. Les procédés sont malins. Voilà. Mais si je dis malignité, qui est le substantif qui correspond, ça veut dire c'est forcément, on va tout de suite vers le méchant. Donc j'ai gardé intelligence. J'ai mis un point d'interrogation. Mais je me suis dit, quand même, moi, c'est... Et c'est... Au revoir, merci. C'est des procédés comme une caricature qui est très méchante et horrible. Ça suppose beaucoup d'intelligence quand même. Et là, c'est la décision de cet évêque. Alors, le racisme, il s'est fabriqué à travers mille choses. Mais et ce problème de... Et le fait quand même, c'est pour ça que je voulais terminer sur le problème de la Constitution, le fait de gommer les mots aujourd'hui. Alors, j'ai écrit aussi, je peux vous dire... On a 5 minutes. Je me suis aperçue qu'aujourd'hui, on vit dans une société anciennement raciste, et donc il n'y a même plus besoin de prendre... Et on est aussi dans une société d'interdits. C'est-à-dire, il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer, on propose des parades, des équivalents, issus de la diversité, par exemple, ces choses-là. Et les comiques, je peux citer des noms, mais j'ai pas besoin, ou certains hommes politiques qui n'ont plus besoin d'employer les mots racistes, ils font des périphrases, à demi-mot, on comprend ce qu'ils veulent dire. Eux, il faut comme ça. Comment dire, l'humour, le poison de l'humour, ils utilisent le poison de l'humour pour aider la médecine à passer. Et là, quand quelqu'un, une blague raciste, bien amenée, etc., sans gros mots, mais ça passe comme une lettre à la poste. Ça, donc là, on ne peut rien faire. Ensuite, il y a ce qui vient du gouvernement ou des hautes sphères, comme issus de la diversité, par exemple, ces mots-là, pour désigner... les peuples, par exemple, les Algériens qui vivent en France, c'est des termes officiels recommandés, eh bien, ça n'empêche pas certains de penser que ça ne résout aucun problème, que le racisme est toujours là, et que c'est pas en supprimant, comment dire, en remplaçant les mots, qu'on va obtenir quelque chose. C'est pas... Finalement, pour ça aussi, gommer le mot race, c'est tellement... Parce qu'il y avait... Là, c'était employé dans le sens intéressant du mot. On refuse la partition raciale du monde. C'était... Moi, j'ai parlé de ça avec des gens qui... Oui, c'est ce qu'ont dit tous les représentants des partis gouvernementaux actuels étaient là, ils ont tout osé, ils ont dit la science ne reconnaît plus
elle reconnaît une seule espèce humaine, c'est vrai. Mais le racisme est toujours là. Oui, le racisme, on peut en parler. Oui. Parce qu'on peut aussi inventer des mots qui mettront du temps à prendre du sens dans nos esprits, comme par exemple intersectionnalité, qui a trait à la discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un joker. Hein. C'est un joker dans la salle. Si, il est sur Google, il est dans le journal, il était aux conférences hier et avant-hier à la crier, je peux vous dire. Mais ça, j'ai regardé sur Google. Alors j'ai l'impression que c'est presque l'interdisciplinarité qu'on nous parlait à la fac, auquel on aurait ajouté toutes ces problématiques identitaires. La linguiste que je suis, qu'est-ce qu'elle fait avec les mots? D'abord, elle se dit, je suis sûre... Oui, oh pardon, je m'emballe. La linguiste que je suis se dit, d'abord, on sent, mais ça c'est un sentiment qui est chez tout le monde. J'entends un mot pour la première fois, et quelquefois, je suis sûre de le réentendre demain matin ou ailleurs, celui-là, il va passer. Et des mots comme ceux-là, qui appellent tout de suite la question, ah mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas du tout sûre qu'ils s'imposeront, donc je ne suis pas du tout sûre qu'ils soient utiles. Dieu vous entende. Non, ah oui, parce qu'en ce moment, on voit des choses. Mais attendons. Alors, en même temps, j'ai passé la nuit sur Google avec ce mot, et tout s'est dérivé au sujet de l'identité. L'identité trans, l'identité binaire, non binaire. Ah, on n'a pas fini avec ça. Vous allez encore passer quelques nuits à vous instruire. Il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose là-bas. J'ai rencontré à la sortie avec une fille trans. Il faut que je... Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose, ça m'a ramené à la réalité quand même. Oui. Enfin, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup à vous.